Mon nom est Marc Deschamps et je suis un journaliste d'investigation spécialisé dans les mystères non résolus. Pendant 23 ans, j'ai couvert des affaires qui défient les explications conventionnelles, cherchant toujours la ligne ténue entre le possible et l'impossible. Mais aucune histoire ne m'a autant consumé que celle-ci. 25 juin 2024. Un mardi ordinaire pour la plupart des gens. Mais pour ceux qui suivaient l'un des mystères les plus persistants d'Amérique, ce jour a marqué la fin d'une ère. Bob Gimlin, l'homme qui affirmait avoir vu le Bigfoot, est décédé à l'âge de 92 ans chez lui, dans l'État de Washington. 57 ans de certitude absolue se sont terminés sans un seul dernier mot, sans confession sur son lit de mort, sans révélation posthume, seulement le silence. Et ce silence pourrait être le véritable mystère. Car voici ce qui me tient éveillé la nuit. Un homme maintient une histoire pendant 5 décennies et 7 ans. Une histoire qui l'a rendu célèbre, ridiculisé, admiré et méprisé. Une histoire qui a complètement transformé sa vie. Et quand la mort approche, quand il n'y a plus rien à perdre ou à gagner, quand la vérité pourrait enfin être libérée sans conséquence, il s'en va, tout simplement, emportant tout avec lui. Le film de Patterson Gimlin. 29 secondes qui ont tout changé. Filmé le 20 octobre 1967 à Bluff Creek, Californie. Une créature sombre, musclée, couverte de poils, marchant au bord d'un ruisseau, regardant brièvement la caméra, puis disparaissant dans la forêt. Roger Patterson tenait la caméra. Bob Gimlin a tout vu, et jusqu'au dernier jour de sa vie, Gimlin a juré que cette créature était réelle. Aucun scientifique n'a pu prouver que c'était vrai. Aucun sceptique n'a pu prouver que c'était un mensonge. 57 ans d'analyse technique, d'avancées en technologie de détection de fraude, d'études biomécaniques, d'analyse de mouvement. Rien de concluant. Le film est resté exactement où il a toujours été. Impossible à vérifier, impossible à rejeter. Durant les derniers mois de la vie de Gimlin, entre janvier et juin 2024, j'attendais quelque chose. N'importe quoi. Une dernière interview où il admettrait la supercherie, où fournirait des preuves irréfutables de la vérité. Des documents cachés, des photographies supplémentaires, quelque chose qui mettrait fin à des décennies de spéculation. Rien n'est devenu. Aucune interview sensationnelle n'a émergé. Aucun membre de la famille n'a fait surface avec des lettres révélatrices. Aucun matériel gouvernemental classifié n'est apparu après sa mort. La dernière position publique de Bob Gimlin est restée identique à sa première. Le film de Patterson Gimlin était authentique. La créature qu'il a vue à Bluff Creek ce jour d'octobre 1967 était réelle. Le Bigfoot existe. Fin de l'histoire. Il n'a jamais vacillé. Et cela me mène à une série de questions absolument troublantes. Pourquoi un homme mourant protégerait-il un mensonge? Quel avantage possible y a-t-il à défendre une supercherie lorsque la mort est proche? La célébrité était déjà acquise. L'argent de l'histoire avait déjà été gagné ou perdu des décennies auparavant. La ridiculisation avait déjà eu lieu. L'héritage était scellé. Alors pourquoi continuer? Si c'était un mensonge élaboré, pourquoi ne pas se décharger de ce fardeau à la fin? Mais et si ce n'était pas un mensonge? Et si Gimlin avait réellement vu ce qu'il prétendait avoir vu? Alors pourquoi n'a-t-il jamais pu le prouver? Il a eu 57 ans. Un demi-siècle pour rassembler des preuves, pour organiser des expéditions, pour documenter d'autres rencontres. Si la créature était réelle, pourquoi n'a-t-il jamais produit une seule preuve supplémentaire au-delà de ces 29 secondes de film? C'est un paradoxe impossible. Un homme honnête avec une histoire vraie aurait des preuves. Un menteur confronté à la mort libérerait la vérité. Bob Gimlin n'a fait ni l'un ni l'autre. Au cours de mon enquête, j'ai découvert que Gimlin donnait rarement des interviews ces dernières années. Il ne cherchait pas les feux de la rampe. Il n'a pas écrit de mémoire détaillée. Il n'a pas monétisé son expérience au-delà de quelques apparitions occasionnelles lors de conventions sur le Bigfoot. Pour un homme censé perpétuer une fraude lucrative, il a montré un intérêt étonnamment faible pour le profit. J'ai parlé à des gens qui l'ont connu, des voisins, de vieux amis, des chercheurs qui l'ont interviewé au fil des décennies. Tous ont décrit la même personne, réservée, honnête, directe, pas enclin à l'exagération, quelqu'un dont la parole avait de la valeur. Un cow-boy du vieil Ouest américain, au sens le plus traditionnel du terme. Si Bob Gimlin vous disait quelque chose, vous pouviez le croire. Mais alors, comment réconcilier cela avec l'histoire la plus extraordinaire?
Comment un homme fondamentalement fiable pourrait-il affirmer avoir vu une créature dont la science insiste sur le fait qu'elle n'existe pas? Comment quelqu'un d'aussi averse à l'attention pourrait-il maintenir un récit aussi sensationnel pendant si longtemps? Je devais comprendre. Pas seulement le film, pas seulement l'événement du 20 octobre 1967, mais Bob Gimlin lui-même. Qu'est-ce qui pousse un homme à défendre l'impossible avec une telle conviction? Qu'est-ce qui soutient cette certitude absolue pendant des décennies, à travers le ridicule, le doute et le scepticisme implacable? Plus j'enquêtais, plus je réalisais qu'il existe essentiellement 5 théories concurrentes pour expliquer Bob Gimlin. 5 possibilités qui tentent de résoudre cette énigme humaine, et chacune d'elles a des implications profondes non seulement sur le Bigfoot, mais sur la nature de la vérité, de la mémoire et de la conviction. La première théorie est la plus simple. Gimlin a vu exactement ce qu'il a prétendu avoir vu. La créature était réelle. Le Bigfoot existe. Le film est une preuve authentique d'une espèce inconnue de la science. Cette théorie exige que nous acceptions que des milliers de scientifiques, biologistes et zoologistes se trompent. Qu'une grande créature primate survit dans les forêts nord-américaines sans laisser de preuves concluantes. Pas de corps, pas d'ossements, pas d'ADN définitif. Juste des observations et des empreintes occasionnelles. Est-ce possible? Techniquement oui. Est-ce probable? La communauté scientifique dit non. La deuxième théorie est plus sombre. Gimlin était complice d'une fraude élaborée. Lui et Roger Patterson avaient tout planifié. Ils ont créé un costume, mis en scène le tournage, puis défendu le mensonge pour le profit et la célébrité. Cette théorie exige que nous acceptions que Gimlin a vécu un mensonge pendant 57 ans. Qu'il était fondamentalement malhonnête malgré toutes les preuves de son caractère contraire. Qu'il a emporté le secret dans sa tombe non par intégrité, mais par fierté ou par peur d'être démasqué. Est-ce possible? Techniquement oui, mais cela ne correspond pas à l'homme que les gens ont décrit. La troisième théorie introduit une dimension psychologique. Gimlin croyait sincèrement ce qu'il a vu, mais il s'est trompé. Une erreur de perception. Une méprise d'identité. Peut-être un ours dans une position inhabituelle. Peut-être des ombres, et l'attente créant une illusion. Et ensuite, au fil des décennies, la mémoire a consolidé l'illusion en réalité. Plus il répétait l'histoire, plus elle devenait réelle dans son propre esprit. Cette théorie exige que nous acceptions que Gimlin était sincère mais trompé, que la certitude humaine ne reflète pas toujours la vérité objective. Est-ce possible? Absolument. Nos cerveaux le font constamment. La quatrième théorie est plus complexe. Gimlin a été dupé par Patterson. Il pensait participer à une expédition légitime, mais Patterson avait tout préparé. Le costume, la mise en scène, la créature. Gimlin a vu ce que Patterson voulait qu'il voie et n'a jamais su qu'il était manipulé. Cette théorie préserve l'honnêteté de Gimlin tout en expliquant la fraude. Mais elle exige que nous acceptions que Patterson était un manipulateur extraordinaire qui n'a jamais faibli même après sa mort en 1972 et que Gimlin était trop naïf pour détecter la fraude pendant 5 décennies. Et il existe une 5e possibilité qui est rarement discutée, mais que je ne peux ignorer. Et si Gimlin a vu quelque chose de réel, mais pas ce qu'il a cru voir? Et s'il y avait quelque chose dans la forêt ce jour-là, quelque chose d'inhabituel, mais pas nécessairement le Bigfoot tel que nous l'imaginons? Et si la vérité se situait quelque part entre la science acceptée et l'impossible? 5 théories, 5 façons différentes de comprendre Bob Gimlin. Et chacune nous dit quelque chose de différent sur la nature de la vérité. Mais voici le problème fondamental. Aucune de ces théories n'explique parfaitement tout. La théorie de la créature réelle n'explique pas l'absence de preuves supplémentaires. La théorie de la fraude n'explique pas le caractère cohérent de Gimlin. La théorie de l'erreur de perception n'explique pas certains détails techniques du film que les experts trouvent difficiles à reproduire. La théorie de la manipulation par Patterson exige des niveaux de planification qui semblent improbables compte tenu de son historique. Et la 5e théorie est si vague qu'elle ne compte guère comme explication. Nous restons donc là où nous avons toujours été, avec 29 secondes de film, avec le témoignage d'un homme qui est mort, sans confesser ni prouver, avec un mystère qui résiste à toutes les tentatives de résolution. Mais peut-être l'approche est-elle erronée? Peut-être qu'au lieu d'essayer de prouver ou de réfuter l'existence du Bigfoot, nous devrions poser une question différente. Que s'est-il réellement passé le 20 octobre 1967 à Bluff Creek? Pas ce que nous voulons qu'il se soit passé, pas ce que nous croyons qu'il s'est passé.
mais ce que les preuves, examinées sans préjugés, nous disent réellement. Pour répondre à cela, nous devons revenir au début, au jour où tout a commencé. Nous devons reconstituer cette expédition avec le plus de détails possible. Nous devons comprendre qui étaient Roger Patterson et Bob Gimlin, ce qui les a menés dans cette forêt, ce qu'ils prévoyaient de faire. Et ce qui s'est réellement passé quand ils ont tourné ce virage au ruisseau et ont vu quelque chose qui allait changer leur vie pour toujours. Parce que la vérité sur Bob Gimlin, si tant est que nous puissions un jour la connaître, est enfouie dans les détails de ce jour, dans les heures précédant le tournage, dans les minutes pendant, et dans les années qui ont suivi. Et plus j'enquête, plus je me rends compte de quelque chose de troublant. Presque tout ce que nous pensons savoir sur le film de Patterson-Gimlin provient de récits ultérieurs, des narrations construites au fil des décennies, des souvenirs filtrés par le temps et la répétition. Très peu de documentation contemporaine existe. Très peu de preuves ont été préservées au moment réel de l'événement. C'est comme essayer de résoudre un crime 57 ans plus tard, sans aucune scène de crime préservée, sans photos médico-légales adéquates, sans témoignages enregistrés immédiatement après l'événement. Juste des souvenirs, juste des histoires, juste ces 29 secondes de film. Mais voici ce qui rend cela absolument fascinant. Si ces 29 secondes sont fausses, elles représentent l'une des fraudes les mieux exécutées de l'histoire moderne. Des experts en effets spéciaux, des biomécaniciens, des primatologues, tous ont examiné le film. Beaucoup admettent que s'il s'agit d'un costume, il est extraordinairement convaincant pour 1967. Le mouvement du muscle sous la peau, la démarche, les proportions. Tout fonctionne d'une manière qu'il aurait été extrêmement difficile de falsifier avec la technologie disponible à l'époque. Mais si c'est réel, si cette créature existe vraiment, alors pourquoi seulement 29 secondes? Pourquoi aucune preuve supplémentaire convaincante n'a-t-elle émergé en un demi-siècle? Pourquoi aucun corps n'a-t-il été retrouvé? Pourquoi aucune population reproductrice n'a-t-elle été documentée? C'est le paradoxe qui me ronge. Trop de preuves pour les écarter facilement. Trop peu de preuves pour les accepter en toute confiance. Et Bob Gimlin, le seul survivant direct de cet événement après la mort de Patterson en 72, a eu 52 ans pour nous donner des réponses. 52 ans pour fournir un contexte additionnel. Pour admettre une erreur ou prouver la vérité. Il n'a fait aucune des deux choses. Il a simplement maintenu son histoire, constamment, inflexiblement, jusqu'au bout. Qu'est-ce que cela nous dit? Honnêteté ou entêtement? Vérité ou auto-illusion? Intégrité ou orgueil? Je ne sais pas. Et cela me frustre profondément. En tant que journaliste d'investigation, mon travail est de trouver des réponses, connecter les preuves, construire des récits cohérents qui expliquent les événements. Mais Bob Gimlin défie cette approche. Plus j'enquête, plus les questions surgissent. Plus j'apprends, moins j'ai de certitude. C'est peut-être précisément ce qui rend cette histoire si durable. Il ne s'agit pas du Bigfoot. Il n'a jamais vraiment été question de la créature. Il s'agit de nous, de la façon dont nous décidons ce qui est vrai, de ce que nous faisons face à l'impossible, de la façon dont nous naviguons la tension entre preuves et croyances, science et témoignages, scepticisme et possibilité. Bob Gimlin est mort sans nous donner de réponse, mais peut-être, involontairement, nous a-t-il donné quelque chose de plus précieux, une question parfaite, un mystère qui résiste à toute résolution. Un miroir qui reflète nos propres suppositions sur ce qui est possible et impossible dans ce monde. Et maintenant, avec sa mort, nous affrontons un choix. Nous pouvons clore le dossier, accepter que la vérité restera à jamais inaccessible, que le secret s'est envolé avec l'homme, ou nous pouvons entreprendre ce qu'il n'a jamais osé faire. Nous pouvons revenir au 20 octobre 1967. Nous pouvons reconstituer ce jour avec une rigueur d'enquête judiciaire. Examiner chaque élément, chaque choix, chaque instant qui a mené à ces 19 secondes mémorables. Non pas pour prouver que le Bigfoot existe, non pas pour prouver que c'est un canular, mais pour comprendre ce qui s'est réellement passé à Bluff Creek ce jour-là. Pour séparer le fait du récit, la preuve de la spéculation, la vérité documentée de la mémoire construite. Car voici ce que j'ai réalisé après des mois d'enquête. La réponse n'est pas dans les laboratoires analysant les images, elle n'est pas dans les forêts à la recherche du Bigfoot. Elle est dans ce jour précis, dans ces heures précises, à ce moment où deux hommes à cheval ont tourné un virage et où leurs vies ont changé à jamais. Qu'est-ce qui les a menés là? Qu'espéraient-ils trouver? Qu'ont-ils effectivement vu? Et que s'est-il passé dans les minutes,
les heures et les jours, immédiatement après le tournage, avant que les récits n'aient eu le temps de se solidifier. Ce sont les questions qui importent, et pour y répondre, nous devons revenir au début, non pas aux mythes, non pas aux légendes qui ont grandi au fil des décennies, mais aux faits documentables de cette période, au contexte historique, aux personnes réelles, aux événements vérifiables. 20 octobre 1967, Bluff Creek, Californie. 2 hommes, une caméra, et quelque chose qui a tout changé. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? 20 octobre 1967. 2 cow-boys à cheval parcouraient la forêt de Bluff Creek, Californie. Roger Patterson et Bob Gimlin ignoraient que, dans les 60 secondes suivantes, ils captureraient à la vidéo la plus débattue de l'histoire de la cryptozoologie. Il était environ 13h15. Les chevaux avançaient calmement le long d'un lit de rivière asséché, entouré d'arbres denses et d'un silence absolu. Patterson portait une caméra 16 mm Kodak K100. Il était là officiellement pour filmer un documentaire sur le Bigfoot. Gimlin, le partenaire sceptique, l'accompagnait plus par amitié que par conviction. Alors, tout a changé. Les chevaux se sont arrêtés brusquement, les oreilles dressées, corps tendu. Patterson a regardé devant et a vu. De l'autre côté de la rivière, à environ 25 mètres de distance, à peu près la longueur d'un autobus parisien, quelque chose bougeait. Ce n'était pas un ours, ce n'était pas un homme ordinaire, c'était une créature bipède, couverte de poils sombres, se déplaçant avec des pas fermes et décidés. Patterson est tombé de son cheval, littéralement. L'animal paniqué l'a jeté au sol. Avec des mains qui tremblaient d'une adrénaline viscérale, il a lutté pour récupérer sa caméra dans la sacoche de selle. 5 secondes. Ce fut le temps total de tournage. Alors qu'il courait vers la créature, la caméra balançant violemment, Patterson a réussi à capturer des images qui diviseraient les experts pendant les 57 années suivantes. La créature a jeté un coup d'œil en arrière une fois, une seule fois, et a continué à marcher. Pas assuré, bras se balançant, muscles visibles sous le pelage sombre. Image 352. C'est le moment le plus analysé de l'histoire de cette vidéo. Sur cette image spécifique, la créature est de profil presque complet, tournant légèrement la tête en direction de Patterson. Vous pouvez tout voir. La structure du corps, la longueur des bras, la définition musculaire dans les jambes, même le mouvement naturel des poils. Et voici le problème qui a tourmenté les sceptiques et les croyants de la même manière. Si c'est un costume, c'est techniquement impossible pour 1967. Les experts en effets spéciaux d'Hollywood sont d'accord là-dessus. À cette époque, les costumes de gorille étaient rigides, avec des fermetures éclairs visibles et des mouvements mécaniques. L'acteur à l'intérieur était courbé inconfortablement, créant des proportions artificielles évidentes. Mais sur l'image 352, vous voyez des muscles bouger sous la peau. Vous voyez du tissu adipeux se balancer sur les cuisses à chaque pas. Vous voyez un schéma de marche qui ne correspond pas à la biomécanique humaine. La longueur des bras, c'est le premier point impossible. Dans le film, les bras de la créature atteignent presque les genoux lorsqu'ils pendent naturellement. Pour qu'un humain reproduise cela en 1967, il aurait fallu utiliser des prothèses artificielles allongées. Mais les prothèses de bras créent un problème fatal. Elles restreignent le mouvement naturel du coude. Dans la vidéo de Patterson-Gimlin, les bras se balancent avec une élasticité naturelle parfaite. Les coudes fléchissent en douceur. Il n'y a aucune rigidité mécanique. Le modèle de marche. Deuxième point, impossible. Des biomécaniciens de l'Université d'État de Washington ont analysé image par image. La créature marche avec ce qu'ils appellent une longue foulée. Des pas plus longs que tout humain ne pourrait naturellement faire, avec un balancement spécifique de la hanche qui compense l'extrême largeur des épaules. Un humain essayant de reproduire cette marche en costume devrait être sur des échasses ou un type d'extension. Mais les articulations des genoux dans la vidéo fléchissent parfaitement. Vous voyez une tension musculaire réaliste dans le mollet à chaque pas. La taille et la proportion. Troisième point, impossible. Les estimations situent la créature entre 2, 1 et 2, 4 mètres de haut, plus grande qu'un joueur de basket NBA moyen. Les épaules mesurent environ 90 cm de large. Le torse est massif, mais s'affine naturellement à la taille avant de s'élargir à nouveau au niveau des hanches. Créer ces proportions en 1967 aurait nécessité une structure interne complexe. Mais les structures internes rigides éliminent la flexibilité visible dans la vidéo. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Stabilité structurelle, mouvement musculaire organique.
à moins que ce ne soit pas un costume. 57 ans plus tard, l'image 352 divise toujours les experts en camps opposés irréconciliables. D'un côté, les créateurs de costumes d'Hollywood. Ils disent « impossible de créer cela en 1967 ». Mais Patterson aurait pu avoir accès à des ressources exceptionnelles non documentées. Peut-être un prototype expérimental. Peut-être un spécialiste inconnu. Leur position, techniquement improbable, mais pas impossible. De l'autre côté, les primatologues et les anthropologues physiques. Ils disent « la structure corporelle ne correspond pas à Homo sapiens ». La longueur du bras, la largeur des épaules, le modèle de marche, tout suggère une espèce bipède non cataloguée. Leur position, biologiquement cohérent avec un primate inconnu. Au milieu, les biologistes de la faune. Ils disent « si Bigfoot existait à Bluff Creek en 1967, où sont les os? Où sont les excréments? Où est toute preuve physique en dehors de cette vidéo? Leur position. L'absence de preuve physique rend l'authenticité extrêmement improbable. Et puis, il y a les experts en analyse vidéo forensique. Ils ont découvert quelque chose de troublant dans les années 1990. Lorsque vous stabilisez numériquement la vidéo et supprimez le tremblement de la caméra, quelque chose émerge. Il semble y avoir une ligne horizontale traversant le corps de la créature à hauteur des hanches, exactement là où une jupe de costume de gorille se terminerait et les pantalons commenceraient. Les sceptiques ont crié « Voyez, preuve d'un costume ». Mais les experts en analyse d'images numériques ont rétorqué « Cette ligne est un artefact de compression, causé par la stabilisation numérique, non présente dans le film original. Impossible de le prouver définitivement dans un sens ou dans l'autre. Voici ce qui rend l'image 352 absolument exaspérante. Plus vous l'analysez, plus elle devient contradictoire. Si c'est un costume, comment expliquer la définition musculaire? Comment expliquer le mouvement du tissu adipeux? Comment expliquer la biomécanique non humaine en 1967? Si c'est réel, où est une seule autre preuve physique de Bluff Creek? Pourquoi aucune autre créature similaire n'a-t-elle été filmée en 57 ans avec une technologie infiniment supérieure? Les données forensiques aggravent tout, elles n'améliorent rien. En 1998, Jeff Meldrum, professeur d'anatomie et d'anthropologie à l'Université d'État de l'Idaho, a analysé les empreintes laissées sur le site de la rencontre. Il a trouvé des dermatoglyphes, des motifs de crête cutanée équivalents aux empreintes digitales, sur les moulages en plâtre réalisés en 1967. Les dermatoglyphes sur les empreintes sont presque impossibles à contrefaire. Ils exigent des connaissances forensiques qui n'existaient tout simplement pas publiquement en 1967. Les sceptiques ont répondu « Patterson aurait pu apprendre des techniques forensiques avancées. Il aurait pu fabriquer un pied prothétique avec des dermatoglyphes réalistes. Techniquement possible, bien qu'absurdement élaboré. Mais voici le détail impossible. Les empreintes montrent un motif de pression cohérent avec la locomotion bipède d'une créature pesant entre 270 et 360 kg. La répartition du poids est différente de celle de l'homme, plus de pression sur le côté extérieur du pied, indiquant une structure osseuse variante. Pour orchestrer une telle fraude, Patterson aurait dû 1. Maîtriser la biomécanique avancée des primates. 2. Concevoir un système de pieds avec des dermatoglyphes crédibles. 3. Utiliser un poids équivalent à 270-360 kg pour générer des empreintes de pression authentiques. 4. Exécuter tout cela en forêt reculée, sans laisser aucune trace de préparation en 1967. La vidéo a été soumise à une analyse professionnelle immédiatement après la rencontre. Les techniciens de Kodak ont confirmé aucune édition, aucune coupe, aucune manipulation en post-production. Le film est une séquence continue filmée avec une caméra analogique 16 mm. Cela élimine le CGI, cela élimine l'édition numérique. Cela élimine la composition de multiples couches. Quoique Patterson ait filmé, il l'a filmé en temps réel, en octobre 1967, à Bluff Creek. Mais voici où cela devient encore plus impossible. Parce que dans les années qui ont suivi, des preuves sont apparues dans les deux sens, soutenant l'authenticité et soutenant la falsification, avec une force persuasive égale. Bob Hieronymus, un fabricant de costumes californien, a publiquement affirmé dans les années 1990 qu'il était à l'intérieur du costume. Il a décrit des détails spécifiques, une construction en mousse et en peau artificielle commandée par Patterson des semaines avant le tournage. Mais lorsque les enquêteurs lui ont demandé de recréer le costume ou de fournir des preuves documentaires, reçus, photographies, quoi que ce soit, Hieronymus n'a rien produit de vérifiable. D'un autre côté,
Patterson et Gimlin ont maintenu leur récit absolument cohérent jusqu'à la mort de Patterson en 1972. Gimlin, toujours en vie à 92 ans en 2024, n'a jamais changé un seul détail de son témoignage. 57 ans. Aucune contradiction. Soit c'est la vérité absolue, soit c'est l'engagement le plus impressionnant envers un mensonge de l'histoire moderne. Et puis il y a le contexte du lieu. Bluff Creek, en 1967, était d'un isolement extrême, beaucoup plus reculé que les forêts des Pyrénées. Il n'y avait ni sentiers balisés, ni zone d'accueil touristique. C'était une véritable zone de nature brute, accessible seulement à des cavaliers avertis ou des bûcherons chevronnés. Transporter un équipement de costume élaboré là-bas? Possible, mais extrêmement difficile. Plus important. Pourquoi? Patterson ne tournait pas un long métrage hollywoodien. Il tournait un documentaire à petit budget qui n'aurait jamais garanti de profit significatif. L'incitation financière ne justifie tout simplement pas l'effort nécessaire pour une farce aussi élaborée. À moins que ce ne soit pas une question d'argent. À moins que ce ne soit une question de célébrité. À moins que Patterson n'ait été un génie manipulateur désireux de créer la farce parfaite juste pour la notoriété. Et c'est là que nous arrivons au paradoxe central de la 35e image. Le film était soit la plus grande fraude jamais créée, soit la plus grande découverte biologique du XXe siècle. Il n'y a pas de juste milieu, car les indices soutenant l'authenticité demeurent aussi persuasifs que déroutants. Les expertises scientifiques accumulées au fil des décennies n'ont rien élucidé. Elles n'ont fait qu'épaissir le mystère. Et vous êtes sur le point de voir exactement pourquoi. Examinons donc les preuves qui ont convaincu les experts que c'était réel. Car si Patterson et Gimlin ont vraiment capturé un Bigfoot ce jour-là, les preuves biomécaniques devraient être absolument incontestables. Et pendant des décennies, c'est exactement ce que de nombreux scientifiques ont cru avoir trouvé. La première chose qui frappe lorsque vous regardez le film image par image est la démarche. Ce n'est pas une marche humaine normale. La créature se déplace avec un schéma de locomotion que les biomécaniciens appellent une démarche de compliance. Une marche flexible où les genoux restent légèrement fléchis tout au long du cycle de marche. Les humains font le contraire. Nous bloquons nos genoux à chaque pas pour économiser de l'énergie. Mais les grands primates, comme les gorilles, maintiennent cette flexion constante parce que leur structure musculaire et leur proportion corporelle l'exigent. Et voici le problème. Si vous essayez de marcher comme la créature du film pendant plus de quelques minutes, vos cuisses vont brûler. Il est biomécaniquement épuisant pour un humain de maintenir ce schéma. Mais la créature dans le film couvre plus de 30 mètres de cette manière, sans hésitation, sans rupture de rythme, naturelle, détendue. Grover Krantz, anthropologue à la Washington State University, a passé des décennies à étudier ce film. Il a mesuré les proportions. La créature a des bras qui atteignent sous les genoux, des épaules 40% plus larges que les hanches, un torse proportionnellement beaucoup plus court que celui d'un humain. Krantz a calculé que pour qu'un humain reproduise ces proportions à l'intérieur d'un costume, il faudrait un rembourrage massif aux épaules, des bras artificiellement allongés et une sorte de structure qui raccourcirait visuellement le torse. Mais le film a été tourné en 1967. Mettons cela en perspective. Cette année-là, La planète des singes, le film hollywoodien avec le plus gros budget pour les effets de maquillage de primates de l'époque, utilisait des masques rigides en latex avec une articulation faciale limitée. Les acteurs parvenaient à peine à bouger la bouche de manière convaincante. L'idée de créer un costume intégral avec une fourrure réaliste, des proportions non humaines et un mouvement musculaire visible sous la peau. C'était au-delà de la technologie disponible pour les plus grands studios d'Hollywood. Patterson et Gimlin étaient deux simples hommes de terrain avec un budget dérisoire de 1 500 $, l'équivalent d'environ 12 000 € actuels. Maintenant, regardez les muscles. Image 152 du film. La créature tourne la tête pour regarder la caméra. Quand elle le fait, vous pouvez voir les muscles trapèzes se contracter sous la peau de l'épaule. Mouvement réel. Tissu mou réel répondant à une contraction musculaire réelle. Dans l'image 61, tandis que le bras droit s'élance vers l'avant, il y a une ondulation visible dans les tissus de la cuisse. Le genre de mouvement secondaire qui se produit lorsque les muscles et la graisse bougent indépendamment sous une peau souple. Des experts en effets spéciaux dans les années 2000 ont tenté de reproduire cela avec des images de synthèse. Non seulement reproduire l'apparence, mais la physique du mouvement. Ils ont découvert quelque chose de troublant. Même avec des décennies d'avancées en animation numérique, créer une marche qui semblait aussi naturellement fluide que ce que Patterson a filmé
nécessitaient une référence de mouvement capturé à partir d'acteurs réels. Et quand ils essayaient de faire bouger un acteur exactement comme la créature du film, le résultat semblait faux, forcé. Parce que les humains ne se déplacent tout simplement pas de cette manière sans donner l'impression de lutter contre leur propre biomécanique. Nous avons donc 3 impossibilités qui convergent. Un costume qui ne pouvait pas exister en 1967. Des proportions corporelles qui ne peuvent pas être reproduites par un humain. Et un schéma de marche qui est biomécaniquement épuisant pour quiconque tente de le maintenir. Si c'est un faux, cela défie la technologie des années 60. Bob Gimlin a raconté la même histoire pendant 57 ans. Il n'a jamais changé un détail. Il n'a jamais vendu les droits à Hollywood. Il n'a jamais écrit de livre. Il n'a jamais cherché à capitaliser au-delà de quelques apparitions occasionnelles lors de conférences sur le Bigfoot. Il a travaillé comme cow-boy, élevé des chevaux, mené une vie tranquille à Washington. Et chaque fois que quelqu'un l'interroge sur ce jour-là, il dit la même chose. J'ai vu ce que j'ai vu. Je ne sais pas ce que c'était. Mais c'était là. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui perpétue une fraude. Les fraudeurs finissent par craquer. Ils changent leurs histoires. Ils embellissent les détails. Ils commencent à croire à leurs propres mensonges et ajoutent des couches. Mais Gimlin, 57 ans. Aucune variation. Aucune exagération. Lorsqu'on l'interroge sur des détails dont il ne se souvient pas, il dit « Je ne me souviens pas » au lieu d'inventer quelque chose. Patterson est mort en 1972, d'un cancer. Il a emporté dans sa tombe son insistance sur la réalité du film. Dans les derniers jours de sa vie, lorsque les hommes font souvent des confessions, il n'a pas reculé. Aucune admission sur son lit de mort. Aucun « laissez-moi vous dire la vérité avant de partir ». Juste la même histoire qu'il a toujours racontée. Et puis il y a les experts qui étaient prêts à risquer leur réputation. Grover Krantz n'était pas un simple enthousiaste marginal. C'était un anthropologue respecté avec une nomination universitaire. Lorsqu'il a publiquement soutenu l'authenticité du film Patterson-Gimlin, il savait que cela nuirait à sa carrière. Et ça a été le cas. Ses demandes de financement ont été refusées. Ses collègues ont évité de s'associer à lui. Mais il a étudié la biomécanique, les proportions, les schémas de marche, et sa conclusion scientifique était claire. Soit c'est un véritable animal, soit c'est une fraude si sophistiquée qu'elle dépasse la technologie disponible à l'époque. Jeff Meldrum, professeur d'anatomie et d'anthropologie à l'Idaho State University, a passé des décennies à analyser les empreintes de pas prétendument laissées par le Bigfoot. Il a créé des moulages, mesuré les profondeurs de pression, étudié la répartition du poids et la dynamique de la marche. Sa conclusion. Certaines de ces empreintes montrent des caractéristiques anatomiques, comme un médiopied flexible et une répartition de pression non humaine, qui seraient extrêmement difficiles à contrefaire sans une connaissance approfondie de la biomécanique des primates. Et cette connaissance n'était tout simplement pas accessible au public en 1967. Alors, voilà où nous en sommes. Vous avez une preuve biomécanique qui penche en faveur de l'authenticité. Vous avez des limitations technologiques de l'époque qui rendent la fraude invraisemblable. Vous avez le témoignage cohérent et inébranlable de Bob Gimlin depuis plus d'un demi-siècle. Vous avez des universitaires respectés prêts à risquer le ridicule pour affirmer que cela mérite une considération scientifique sérieuse. Ces preuves devraient le prouver. Mais ça ne prouve rien. Parce que l'analyse CGI moderne dans les années 2000 a montré qu'il ne pouvait pas répliquer parfaitement la démarche. Mais elle a aussi montré qu'elle n'était pas impossible. Juste extrêmement difficile. Les spécialistes de la locomotion des primates ont remarqué le balancement de bras inhabituel et le schéma de marche. Mais ils ont également noté que ceci pouvait être reproduit par un humain déterminé avec une formation suffisante et une tolérance à la douleur. Grover Krantz a soutenu l'authenticité. Mais la plupart de ses collègues universitaires ne l'ont pas fait. Jeff Meldrum a trouvé des empreintes impressionnantes. Mais il n'y a jamais eu un seul échantillon de poils ou de tissu de Bigfoot authentifié lié à la rencontre de 1967. Bob Gimlin est resté constant. Mais la constance n'est pas une preuve. C'est juste de la constance. Et puis, il y a les problèmes fondamentaux qu'aucune analyse biomécanique ne peut expliquer. Pourquoi n'y a-t-il aucune preuve physique de suivi? Patterson et Gimlin étaient là. Ils ont vu la créature. Elle a laissé des empreintes. Pourquoi n'y a-t-il pas d'échantillon de poils? Pourquoi aucun tissu biologique? Pourquoi aucune preuve médico-légale qui pourrait être testée avec l'ADN moderne? Ils sont retournés sur le site. D'autres chercheurs sont revenus. Des milliers d'heures ont été consacrées à la recherche. Rien. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres filmages clairs en 57 ans?
Pensez-y. Nous vivons à une époque où il y a des caméras partout. Des caméras de chasse, des drones, des millions de personnes avec des smartphones. Si le Bigfoot est une véritable espèce de primate vivant dans les forêts d'Amérique du Nord, pourquoi le film Patterson-Gimlin reste-t-il la preuve visuelle la plus claire après plus d'un demi-siècle? Les animaux laissent des preuves. Ils laissent des os, des excréments, des poils, de l'ADN sur les écorchures d'arbres. Nous avons trouvé des preuves de toutes les autres espèces de grands mammifères. Pourquoi pas le Bigfoot? Et voici le problème le plus profond. Bluff Creek, en 1967, n'était pas un site d'observation connu avant l'arrivée de Patterson. Mais Patterson, commodément, était là au bon moment avec une caméra. Et pas n'importe quelle caméra, une caméra de film de 16 mm qu'il avait louée spécifiquement pour documenter le Bigfoot. Il cherchait. Et il a trouvé. Exactement quand il avait besoin de trouver. Donc, vous avez ces preuves incroyables qui devraient être concluantes. Une biomécanique qui défie toute explication facile. Un témoignage qui n'a jamais failli. Le soutien académique de scientifiques respectés. Mais vous avez aussi des lacunes irréconciliables. Aucune preuve physique, aucune répétition d'observation sur le site, aucun témoin corroborant. Et une coïncidence de timing qui étire la crédibilité. La preuve d'authenticité est convaincante. Trop convaincante? Parce que les sceptiques ont trouvé des réponses à chacune de ces impossibilités. Et quand vous examinez leur dossier, la technologie qui était disponible, les incitations financières en jeu, les incohérences qu'une analyse minutieuse révèle, le dossier sceptique est tout aussi convaincant. Et si Hollywood avait la technologie? Et si toute la structure biomécanique qui semble si impossible à contrefaire n'était pas si impossible après tout? Et s'il y avait quelqu'un en 1967 avec les compétences exactes, les connaissances exactes et l'accès exact pour créer la fraude la plus sophistiquée de l'histoire moderne? Il se pourrait bien que ce fût le cas, et son nom pourrait vous surprendre. Dans les années 1990, un homme nommé Bob Hieronymus a fait une révélation choquante. Il était la créature du film. Lui, Bob Hieronymus, était à l'intérieur du costume. Et cette déclaration allait complètement changer le cours de toute l'enquête. Hieronymus n'était pas un inconnu dans la région. Il connaissait Roger Patterson. Il travaillait occasionnellement comme head rancher, faisait des petits boulots, connaissait le circuit des rodéos. Et selon sa version, en octobre 1967, Patterson l'a approché avec une proposition inhabituelle. 1 000 $ pour passer quelques heures dans un costume de gorille à marcher dans la forêt. 1 000 $. En 1967, c'était assez d'argent pour payer plusieurs mois de factures. Hieronymus a dit qu'il avait accepté sans trop réfléchir. Patterson a loué le costume, a expliqué ce qu'il fallait, et Gimlin a filmé pendant que lui, Hieronymus, traversait le ruisseau en adoptant cette démarche caractéristique que nous connaissons tous. L'histoire semblait coller parfaitement, elle expliquait tout. Le film était une farce élaborée. Patterson, un escroc désespéré par l'argent, et Gimlin complice ou suffisamment naïf pour croire à la mise en scène. Affaire classée, n'est-ce pas? Mais attendez, pourquoi Hieronymus a-t-il attendu plus de 20 ans pour raconter cette histoire? S'il a réellement participé à la farce en 1967, pourquoi n'est-il apparu publiquement que dans les années 90? Et plus important encore, où est le costume? Car si Hieronymus a réellement utilisé un costume loué, quelqu'un devrait pouvoir le retrouver. Des producteurs hollywoodiens ont été consultés. Des costumiers spécialisés dans les effets pratiques ont analysé le film image par image. Et personne, absolument personne, n'a pu présenter un costume correspondant aux caractéristiques de la créature du film. Hieronymus a affirmé avoir rendu le costume à Patterson juste après le tournage. Patterson l'aurait rendu au magasin où il l'avait loué. Mais aucun magasin de costumes en Californie ou en Oregon n'avait d'enregistrement de location de costumes de gorille à Roger Patterson en octobre 1967. Aucun reçu, aucun contrat, aucune preuve documentaire. Et ce n'est pas tout. Les incohérences dans l'histoire d'Hieronymus ont commencé à apparaître lorsque les journalistes ont posé des questions plus détaillées. Il a changé des détails sur l'endroit exact où il a reçu le costume. Il a modifié sa version sur le temps qu'il a passé à l'intérieur. Il n'a pas pu expliquer comment un simple costume de gorille produirait ce mouvement musculaire visible sous la fourrure. Alors, la théorie de la farce a-t-elle commencé à s'effondrer? Pas exactement, parce qu'il y a un détail qui ne peut être ignoré. Roger Patterson était complètement fauché en octobre 1967. Il devait de l'argent à des fournisseurs. Il devait le loyer de la caméra de film qu'il avait utilisée pour l'enregistrement.
Il produisait un documentaire sur le Bigfoot qui avait désespérément besoin d'une preuve convaincante pour être vendu. Et 3 semaines avant le tournage de Bluff Creek, il était à Yakima, Washington, essayant d'obtenir un financement pour le projet. Coïncidence? Difficile à croire. Patterson avait un motif. Il avait une urgence financière. Et il avait accès à des réseaux de production à Hollywood grâce à ses contacts dans le circuit des rodéos et dans l'industrie du divertissement de la côte ouest. D'ailleurs, cela nous amène à un point fascinant. La planète des singes était en tournage en 1967. Le film sortirait en avril 1968, seulement 6 mois après le tournage de Bluff Creek. Et les costumes de singes utilisés dans la planète des singes étaient extraordinairement réalistes pour l'époque, créés par John Chambers, l'un des plus grands génies du maquillage et des effets pratiques d'Hollywood. La technologie pour créer un costume convaincant de créatures simiesques existait donc. Elle était en cours de développement au moment exact où Patterson a filmé sa créature. Cela ne prouve pas que Patterson avait accès à cette technologie, mais cela prouve qu'elle était disponible. Les sceptiques citent cette chronologie comme preuve de faisabilité. Si un studio entier à Hollywood pouvait créer des costumes réalistes de singes humanoïdes, pourquoi serait-il impossible pour quelqu'un ayant des connexions dans l'industrie de créer quelque chose de similaire? Mais voici le contre-argument que les défenseurs de l'authenticité avancent toujours. La planète des singes a impliqué une équipe de dizaines de professionnels, des semaines de travail, un budget de millions de dollars et de multiples itérations de conception. Chaque costume était personnalisé individuellement pour les acteurs, avec des moulages faciaux, des applications de latex, des poils implantés à la main, des structures internes complexes. Et vous vous attendez à ce que je croie que 2 cow-boys, dont l'un était fauché et endetté, ont réussi à reproduire ce niveau de sophistication seuls, dans la forêt, avec un budget de 1000 dollars et aucune équipe de soutien? C'est là que la théorie de la supercherie commence à créer ses propres impossibilités. Car si c'était une imposture exécutée avec une perfection technique qui rivalisait avec les meilleurs studios d'Hollywood, sans erreur, sans preuve laissée derrière, sans témoins pouvant confirmer la production du costume. Et Patterson a gardé le secret jusqu'à sa mort en 1972, décédé d'un cancer à 38 ans, complètement endetté, sans jamais avoir tiré de profit significatif du film. Il est mort en insistant sur le fait que le film était réel. Gimlin, quant à lui, a passé des décennies à éviter de parler du sujet. Et quand il a finalement commencé à donner des interviews dans les années 2000, il a maintenu la même histoire. Ils ont vu une vraie créature. Alors, qu'est-il le plus difficile à croire? Que 2 hommes ont fabriqué la farce la plus parfaite de l'histoire de la cryptozoologie sans laisser de traces, ou qu'ils ont réellement filmé quelque chose d'authentique? Des experts en effets spéciaux ont été consultés au fil des décennies. Certains, comme John Chambers lui-même, ont été interrogés sur la possibilité qu'ils aient créé le costume. Chambers a nié toute implication, mais a admis que techniquement, il serait possible de créer quelque chose de similaire avec suffisamment de ressources et de temps. D'autres spécialistes, cependant, ont affirmé catégoriquement qu'il serait impossible de reproduire ce mouvement musculaire, cette proportion corporelle, ce balancement des bras avec la technologie de 1967. La structure interne nécessaire, le contrôle biomécanique, l'articulation naturelle, tout cela aurait dépassé les capacités des effets pratiques de l'époque. Et nous nous retrouvons donc dans une impasse parfaite. Pour chaque expert qui dit « possible », il y en a un autre qui dit « impossible ». Pour chaque allégation de canular, il y a une réfutation d'authenticité. Pour chaque preuve de motivation financière, il y a des preuves que le film n'a jamais généré suffisamment de profit pour justifier le risque. Des décennies de débats, des centaines d'analyses, et aucun consensus. Nous arrivons alors à une conclusion troublante. Peut-être que les 2 explications sont également impossibles. Si c'était un canular, cela a exigé un niveau d'exécution qui défie la logique. Si c'était réel, cela a exigé l'existence d'une créature que la science dominante nie catégoriquement. Chaque explication soulève de nouvelles questions sans réponse. Si c'était une farce élaborée, pourquoi Patterson n'en a-t-il jamais tiré profit correctement? Pourquoi est-il mort ruiné? Pourquoi n'a-t-il jamais vendu les droits à de grandes productions qui auraient certainement payé des fortunes pour les coulisses du plus grand canular de Bigfoot? Et si ce n'était pas un canular, pourquoi aucune autre preuve d'une qualité comparable n'a-t-elle jamais émergé? Pourquoi ce seul film, parmi des milliers de tentatives ultérieures, capture-t-il quelque chose d'aussi convaincant? Mais il y a une 3e théorie. Une théorie rarement discutée ouvertement, mais qui circule dans certains cercles de recherche. Et cette théorie change tout.
Car et si Roger Patterson et Bob Gimlin n'agissaient pas seuls? Et s'il y avait une troisième partie impliquée, une partie avec des ressources, avec une motivation et avec une capacité technique bien au-delà de deux cow-boys dans la forêt? Il y a des rumeurs, jamais confirmées, selon lesquelles des agences gouvernementales s'intéressaient aux phénomènes anormaux dans la région de Bluff Creek dans les années 60. Des rapports d'hélicoptères militaires survolant des zones reculées. Des documents classifiés qui mentionnent des observations biologiques non identifiées dans les forêts nationales. Et si le film de Patterson-Gimlin n'était pas un canular individuel, mais faisait partie d'une expérience plus vaste? Et si quelqu'un voulait que ce film existe, voulait qu'il soit convaincant, mais voulait aussi qu'il reste éternellement ambigu? Cette théorie semble conspirationniste, je le sais. Mais elle répond à des questions auxquelles aucune autre théorie ne peut répondre. Elle explique la qualité technique impossible du film. Elle explique pourquoi aucune preuve concluante n'a jamais été trouvée, ni pour l'authenticité, ni pour le canular. Elle explique pourquoi Patterson n'a jamais tiré de profit adéquat, car ils n'étaient peut-être jamais les véritables propriétaires du récit. Alors, que s'est-il réellement passé à Bluff Creek le 20 octobre 1967? Était-ce une vraie créature? Était-ce un canular parfait? Ou était-ce quelque chose de complètement différent? Quelque chose qui implique des couches de vérité et de mensonges si entrelacées qu'elles sont devenues indiscernables. La seule certitude est la suivante. Après presque 60 ans, nous restons sans réponse définitive. Et c'est peut-être exactement l'intention. Mais certains chercheurs soulignent quelque chose qu'ils considèrent encore plus suspect que toute théorie sur des costumes ou des animaux inconnus, le silence gouvernemental. Un silence qui, selon eux, n'est pas seulement une absence d'intérêt, mais quelque chose de délibéré, quelque chose de planifié. Pourquoi aucune agence officielle n'a-t-elle sérieusement enquêté sur le film Patterson-Gimlin? Pourquoi le service des forêts des États-Unis n'a-t-il jamais commenté publiquement les rapports de Bigfoot sur ces terres? Et pourquoi, en plus de 5 décennies, aucun document gouvernemental ne mentionne même un mot sur des enquêtes cryptozoologiques liées à l'affaire? Pour certains, la réponse est simple. Ils savaient déjà que le Bigfoot existait. La théorie 3 émerge non pas de preuves concrètes, mais d'un schéma d'absence particulier. C'est la théorie de la dissimulation gouvernementale, et elle opère selon une logique fascinante. Moins il y a de preuves, plus la conspiration devient convaincante. Examinons les allégations. Premièrement, le comportement du service des forêts. Des témoins affirment que des gardes forestiers auraient informellement averti les chercheurs de Bigfoot d'éviter certaines zones. Rien de documenté, rien d'officiel, juste des conversations à voix basse entre ceux qui travaillent dans les forêts du Nord-Ouest Pacifique. Des avertissements chuchotés sur des zones restreintes sans explication claire. Des zones où les randonnées n'étaient pas recommandées, mais sans panneaux, sans justification formelle. Cela semble suspect? Peut-être. Mais voici le contrepoint. Le service des forêts maintient des protocoles standards pour la faune. Les ours, les pumas, les loups, tous sont des zones d'activité connues où le public est alerté. Il n'y a aucun protocole documenté spécifique pour le Bigfoot. Aucune directive interne n'a fuité. Aucun fonctionnaire ne s'est manifesté après sa retraite. Et même après la mort de Bob Gimlin en juin 2024, alors que beaucoup espéraient que des secrets gardés pendant des décennies émergeraient enfin, rien ne s'est passé. Aucun document classifié n'a été libéré. Aucune révélation posthume n'a fait surface. Le silence est resté absolu. Mais les défenseurs de la théorie avancent. C'est exactement ce à quoi on s'attendrait d'une dissimulation parfaite. Maintenant, le lien avec la guerre froide. Entre les années 1950 et 1980, le gouvernement des États-Unis a mené des programmes biologiques secrets. Recherches sur les armes biologiques, études sur la faune exotique, expériences classifiées dans des installations militaires isolées. S'ils menaient des recherches sur l'anthrax et la variole, pourquoi n'investigueraient-ils pas une espèce de primate inconnue dans les forêts américaines elles-mêmes? La logique est séduisante. Imaginez la valeur stratégique d'étudier une créature dotée d'une capacité de survie extrême en milieu sauvage. Une force physique supérieure, une adaptation au froid, des capacités de camouflage qui la rendaient presque indétectable. D'un point de vue militaire, ce serait un organisme fascinant à analyser. Mais voici le problème critique, zéro preuve. Aucun programme déclassifié ne mentionne le Bigfoot. Aucune demande via le Freedom of Information Act n'a révélé d'investigation cryptozoologique. Des décennies se sont écoulées, les administrations ont changé, des fonctionnaires ont pris leur retraite, mais aucune fuite n'a eu lieu. Aucun dénonciateur n'a émergé.
Et cela nous mène au paradoxe central de cette théorie. L'absence de preuves peut signifier deux choses complètement opposées. Cela peut signifier que la dissimulation est si efficace que rien n'a jamais fuité. Ou cela peut signifier qu'il n'y a tout simplement rien à dissimuler. Comment prouver que quelque chose n'existe pas lorsque l'absence même de preuves est utilisée comme preuve de son existence? Les théoriciens de la conspiration présentent une troisième couche, la théorie de la protection. Selon cette version, le gouvernement n'étudierait pas le Bigfoot à des fins militaires, mais protégerait plutôt l'espèce. Si l'existence d'un primate inconnu était confirmée, le chaos serait inévitable. Des chasseurs envahiraient les forêts, des touristes inonderaient les zones reculées. L'habitat de la créature serait détruit par la curiosité humaine. Ainsi, dans cette version bienveillante de la conspiration, le silence gouvernemental serait un acte de conservation. Un noble mensonge pour protéger une espèce rare de l'extinction causée par une attention excessive. Cela semble-t-il raisonnable? À première vue, peut-être. Mais la conservation moderne ne fonctionne pas comme ça. Lorsque le gouvernement américain protège des espèces menacées, il le fait publiquement. La chouette tachetée du Nord-Ouest, le saumon chinook, le condor de Californie, tous ont reçu une protection fédérale avec une large diffusion. La transparence, et non le secret, est l'outil de la conservation contemporaine. Pourquoi le Bigfoot serait-il différent? Et c'est ici que nous abordons l'une des caractéristiques les plus intrigantes des théories du complot. Elles sont infalsifiables. Quelle que soit la preuve que vous présentez contre la conspiration, elle peut être intégrée comme preuve supplémentaire de la dissimulation. Aucun document. Parce qu'ils ont été détruits. Aucun témoin officiel. Parce qu'ils ont été réduits au silence. Aucune fuite après des décennies. Parce que le contrôle est parfait. C'est une logique circulaire parfaite, immunisée contre la réfutation. Mais considérons une variante plus sombre de la théorie, la campagne de désinformation. Certains chercheurs suggèrent que le gouvernement ne se contente pas de dissimuler l'existence du Bigfoot, mais qu'il promeut activement le ridicule autour du sujet. Films de série B, émissions sensationnalistes, documentaires mal produits, tout cela ferait partie d'une stratégie visant à discréditer les enquêtes sérieuses. La logique est la suivante. Si vous voulez cacher quelque chose, ne le censurez pas. La censure attire l'attention. Au lieu de cela, noyez le sujet dans tant de bruit, tant d'absurdité, tant de divertissement de mauvaise qualité que personne ne le prenne plus au sérieux. Transformez Bigfoot en une blague culturelle, et vous n'aurez plus besoin de le cacher. C'est une stratégie que, ironiquement, le gouvernement américain a déjà utilisée. Pendant la guerre froide, les rapports d'avions expérimentaux étaient souvent mélangés à des histoires d'ovnis pour semer la confusion chez les observateurs étrangers. Des observations réelles de prototypes militaires étaient délibérément associées à des récits extraterrestres ridicules. Donc, techniquement, le gouvernement a déjà prouvé qu'il est capable de ce type de manipulation. Mais, encore une fois, où sont les preuves qu'ils ont fait cela avec Bigfoot? Où sont les documents internes discutant des stratégies de désinformation cryptozoologique? Où sont les dénonciateurs de la CIA ou du département de l'Intérieur révélant des opérations de ridiculisation planifiées? Silence. Absence absolue. Et cette absence nous ramène au dilemme philosophique central. L'absence de preuves prouve-t-elle quelque chose? La réponse rationnelle est non. L'absence de preuves ne prouve rien, ni en faveur, ni contre. C'est simplement une absence. Mais l'esprit humain déteste les vides. Nous détestons l'incertitude. Alors nous remplissons les lacunes avec des récits. Et plus la lacune est grande, plus le récit doit être élaboré pour la combler. Les experts divergent radicalement. Les cryptozoologues soutiennent que le schéma de silence est trop suspect pour être une coïncidence. Les responsables gouvernementaux, lorsqu'ils sont interrogés, rejettent simplement le sujet comme n'ayant aucun mérite scientifique. Deux côtés, deux réalités, zéro convergence. Alors, où cela nous mène-t-il? Nous avons maintenant trois théories principales. Théorie 1. Bob Gimlin et Roger Patterson ont orchestré un canular élaboré avec un costume de gorille modifié, malgré qu'aucune preuve physique du costume n'ait jamais été trouvée. Théorie 2. Le film a capturé une espèce inconnue de primate, malgré qu'aucun spécimen, os ou ADN, n'ait jamais été confirmé. Théorie 3. Le gouvernement a dissimulé l'existence du Bigfoot pendant des décennies, malgré zéro document classifié, zéro fuite et zéro dénonciateur en plus d'un demi-siècle. Trois théories. Trois impossibilités différentes. Zéro résolution. Chacune exige que vous croyiez en quelque chose d'extraordinaire. Un canular si parfait qu'il défie l'analyse médico-légale moderne.
Une créature si insaisissable qu'elle échappe à toute détection scientifique. Ou une conspiration si hermétique qu'elle survit intacte à travers des générations de changements politiques. Et voici la vérité la plus étrange de toutes. Peut-être que le véritable mystère n'est pas le film. Peut-être que la véritable énigme n'est ni la créature filmée, ni l'absence de preuves, ni le silence gouvernemental. Peut-être que le mystère le plus profond est la raison pour laquelle Bob Gimlin, pendant 57 ans, n'a jamais réussi à prouver son affirmation. Pourquoi un homme a-t-il passé plus d'un demi-siècle à défendre quelque chose qu'il prétendait être la vérité absolue, sans jamais présenter la preuve définitive qui mettrait fin à tous les doutes? Il a eu le temps. Il a eu la motivation. Il a eu les ressources. Des organisations ont offert des millions de dollars pour des preuves concrètes. La technologie de traçage a progressé de manière exponentielle. L'analyse ADN est devenue accessible et précise. Alors, pourquoi Bob Gimlin est-il mort en juin 2024 sans jamais avoir prouvé que le Bigfoot existe? Qu'est-ce qui explique ce silence, cette absence, cette incapacité ou ce refus de fournir la preuve finale? Parce que peut-être que la réponse au mystère du film de 1967 ne se trouve pas dans la forêt de Bluff Creek. Peut-être qu'elle se trouve dans l'esprit et les choix d'un homme qui a vécu et est mort avec un secret qu'il n'a jamais entièrement révélé. Bob Gimlin a eu 57 ans pour résoudre cela. Il a choisi de ne pas le faire. Et ce choix, ce silence délibéré qui a traversé plus d'un demi-siècle, est plus impossible que n'importe quelle théorie sur le film. Plus étrange que Bigfoot. Plus inexplicable que les conspirations gouvernementales. Parce que le comportement de Bob Gimlin défie la logique humaine la plus élémentaire. Et c'est exactement pourquoi, au final, le mystère n'est pas dans le film, il est dans l'homme. Réfléchissons-y calmement. Bob Gimlin a maintenu la même histoire de 1967 à juin 2024. 57 ans. Sans reculer. Sans admettre de mensonges. Sans fournir de preuves définitives. Si ce fut une supercherie, pourquoi maintenir le mensonge pendant 5 décennies et demie sans aucun motif de profit, après la mort de Roger Patterson en 1972? Patterson est mort jeune, à 38 ans, d'un cancer. Gimlin aurait pu tout admettre. Il aurait pu écrire un livre retentissant intitulé « Comment nous avons trompé le monde » et gagner des millions. Il aurait pu vendre les droits à Hollywood. Il aurait pu faire le tour des talk-shows, confessant la supercherie épique. Il n'a rien fait de tout cela. Si c'était réel, pourquoi ne pas retourner à Bluff Creek avec de meilleures caméras? Pourquoi ne pas organiser des expéditions de suivi? Pourquoi ne pas essayer de capturer plus de preuves lorsque la technologie s'est considérablement améliorée? Des caméras haute définition, des drones, des caméras de trail avec capteurs de mouvement. Tout cela existait du vivant de Gimlin. Il y avait accès, il connaissait le terrain, il avait la crédibilité pour recruter des équipes sérieuses. Il n'a jamais essayé. Et si ce fut une dissimulation gouvernementale, pourquoi ne pas tout dénoncer sur son lit de mort quand les conséquences n'importent plus? Gimlin savait qu'il était mourant. Il a eu le temps de réfléchir. Il a eu l'occasion de raconter toute la vérité, quelle que soit cette vérité. Mais il est mort le 25 juin 2024, sans changer un mot de l'histoire originale. Aucune confession sur son lit de mort. Aucune révélation posthume de la famille. Aucune nouvelle preuve. Juste le silence. Et ce silence nous oblige à revisiter les 3 théories impossibles sous un angle totalement différent. Non pas l'angle de l'analyse du film, non pas l'angle de la biologie ou de la physique, mais l'angle de la psychologie humaine. Théorie numéro 1. Le film est authentique. Gimlin a vu une créature réelle. Si nous acceptons cela, son silence suggère qu'il savait que c'était réel, mais qu'il ne pouvait pas le prouver. Que l'expérience subjective de voir quelque chose de ses propres yeux ne se traduit pas par une preuve objective. Qu'il a compris, peut-être immédiatement, peut-être au fil des ans, qu'aucun témoignage personnel ne convaincrait le monde scientifique. Ou peut-être que le silence suggère quelque chose d'encore plus profond, qu'il savait que les preuves physiques étaient impossibles à obtenir. Que Bigfoot, s'il existe, est trop intelligent, trop rare, trop évasif pour être capturé par des caméras de trail ou des expéditions scientifiques. Que ces 19 secondes de film furent une rencontre unique dans une vie, un alignement impossible de circonstances qui ne se reproduirait jamais. Et peut-être, juste peut-être, Gimlin a compris que tenter de prouver quelque chose d'aussi extraordinaire ne ferait que le faire paraître désespéré. Alors, il a choisi la dignité du silence. Théorie numéro 2. Le film est une supercherie élaborée. Si nous acceptons cela, le silence de Gimlin suggère une profonde culpabilité. Que maintenir le mensonge si longtemps a pesé sur sa conscience,
mais que tout admettre reviendrait à admettre qu'il a consacré toute sa vie à une fraude, que cela détruirait son propre héritage, que cela le transformerait de victime naïve ou complice réticent en co-conspirateur actif. Ou peut-être que le silence suggère quelque chose de plus simple, qu'il n'y avait rien à ajouter au-delà du récit original, qu'il a raconté l'histoire 1000 fois, que chaque détail était déjà documenté, que parler davantage ne ferait qu'inviter plus de contrôle, plus d'analyse, plus d'occasions de contradiction. Et peut-être, juste peut-être, Gimlin savait que le monde avait déjà décidé. La moitié le croyait. La moitié ne le croyait pas. Rien de ce qu'il dirait ne changerait cela. Alors pourquoi dire quelque chose? Théorie numéro 3. Dissimulation gouvernementale. Si nous acceptons cela, le silence de Gimlin suggère un serment de secret qu'il a pris si sérieusement que même la mort ne l'a pas libéré. Que peut-être il y a eu des menaces, protection de la famille, accords juridiques contraignants qui ont persisté pendant des décennies. Que peut-être le gouvernement a créé des conséquences si graves que même un homme à l'article de la mort n'oserait pas parler. Ou peut-être le silence suggère-t-il exactement le contraire, qu'aucune implication gouvernementale n'a existé, que toute la théorie est une fantaisie d'Internet, que Gimlin n'a rien dénoncé parce qu'il n'y avait rien à dénoncer. 3 théories, 3 explications totalement différentes pour le même silence. Et aucune d'entre elles ne satisfait complètement l'énigme de la psychologie humaine. Parce que voici la vérité impossible. Les humains ne sont pas doués pour garder des secrets pendant 57 ans. Les menteurs trébuchent. Les témoins honnêtes embellissent. Les conspirateurs finissent par parler. C'est de la psychologie de base. C'est la nature humaine. Mais Bob Gimlin n'a jamais trébuché, jamais embelli, jamais parlé au-delà du récit original. Et cela, en soi, est statistiquement improbable au point d'être extraordinaire. Considérons qui était Bob Gimlin. Un simple homme de la campagne californienne, pas un chercheur de célébrité, pas un showman de cirque, un véritable fils de la nature, discret et sans prétention. Il a évité les feux de la rampe autant que possible, a refusé d'innombrables interviews, est rarement apparu dans des documentaires. Sa dernière interview importante a eu lieu dans le documentaire Beyond Bigfoot, en 2017, 7 ans avant sa mort. Dans cette interview, à 86 ans, il a répété la même histoire. Pas de nouveaux détails dramatiques, pas de révélations explosives, juste la cohérence tranquille d'un homme qui a vu ce qu'il a vu. Et il y a quelque chose dans cette cohérence qui est, en soi, une forme de preuve. Non pas une preuve de Bigfoot, mais une preuve de conviction inébranlable, de certitude basée sur une expérience directe, parce que les menteurs ajoutent des détails au fil du temps. Les témoins honnêtes restent cohérents. Gimlin est resté cohérent. Mais voici le paradoxe final. Peut-être que la chose la plus difficile à admettre pour l'ego humain est « je ne sais pas ce que j'ai vu ». Peut-être que Gimlin ne savait vraiment pas. Peut-être qu'il a vu quelque chose ce jour-là à Bluff Creek qui défiait sa compréhension. Quelque chose qui semblait réel, se sentait réel, mais qu'il ne pouvait pas réconcilier avec sa vision du monde. Et peut-être, face à cette incertitude impossible, a-t-il choisi la conviction. A choisi de croire à sa propre expérience sensorielle, même sans preuve. A choisi de défendre ce qu'il a vu, non pas parce qu'il en était absolument certain, mais parce qu'admettre le doute serait admettre que sa perception de la réalité était faillible. Et c'est quelque chose que la plupart des humains ne peuvent tout simplement pas faire. Ou peut-être est-ce exactement le contraire. Peut-être que Gimlin a vu, avec une clarté absolue, une créature vivante, respirante, de 2,5 mètres de haut. Peut-être n'y avait-il aucun doute dans son esprit. Aucun. Et peut-être a-t-il compris qu'aucune quantité de défense, aucune quantité de preuves secondaires, aucune quantité d'expédition de retour ne prouverait ce qu'il savait subjectivement être vrai. Alors il a cessé d'essayer, et a juste vécu avec la certitude. Voici ce que nous savons avec une certitude absolue. En juin 2024, l'homme qui savait est mort. Et le mystère perdure, parce que la technologie moderne n'a pas résolu cela. Nous avons des images satellites couvrant chaque centimètre carré de l'Amérique du Nord. Nous avons des caméras de chasse dans chaque forêt. Nous avons des analyses ADN qui peuvent identifier des espèces à partir d'un seul cheveu. Nous avons des drones. Nous avons une vision thermique. Nous avons une technologie de reconnaissance faciale qui peut identifier des individus dans des foules de millions. Et en 57 ans d'investigation intensive, rien de tout cela n'a produit de preuve définitive de Bigfoot. Aucun corps, aucun squelette, aucun échantillon ADN vérifié.
aucune séquence vidéo en haute définition. Rien. Ce qui signifie que, de deux manières, le mystère s'est approfondi au lieu d'être résolu. Si Bigfoot est réel, il est plus insaisissable, plus intelligent et plus rare que toute créature connue de la science. Impossible. Si Bigfoot n'est pas réel, alors Bob Gimlin a dédié 57 ans à défendre une rencontre qui n'a jamais eu lieu, sans aucune raison rationnelle. Également impossible. Et maintenant, avec la mort de Gimlin, le mystère devient permanent. Il n'y a plus de témoins directs. Il n'y a plus personne qui puisse dire « j'étais là et c'est ce qui s'est passé ». Il n'y a plus d'opportunité pour une confession sur le lit de mort ou une révélation finale. Le dernier lien vivant avec le film Patterson-Gimlin a disparu. Et que nous reste-t-il? 19 secondes de film granuleux, des milliers d'heures d'analyse, 57 ans de débat, et 3 théories impossibles qui toutes exigent de croire en quelque chose d'extraordinaire. Alors, voici la vérité que j'ai promis de révéler. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de confession gouvernementale cachée. Il n'y a pas de preuve définitive en attente d'être découverte. Il n'y a pas de conspiration dissimulée. La vérité est que nous ne saurons jamais si Bigfoot est réel. Nous ne saurons jamais si le film est authentique. Et nous ne saurons jamais pourquoi Bob Gimlin a gardé son silence. Et peut-être, juste peut-être, c'est exactement comme cela devrait être. Parce que les meilleurs mystères ne sont pas ceux qui sont résolus. Ce sont ceux qui restent mystérieux, qui défient notre besoin de clôture, qui nous forcent à vivre avec l'ambiguïté et l'incertitude. Le film Patterson-Gimlin est un mystère parfait parce qu'il résiste à la résolution. 57 ans d'investigation ne l'ont pas diminué, ne l'ont pas démenti, ne l'ont pas prouvé. Ils n'ont fait que l'approfondir. Et il y a quelque chose de profondément humain là-dedans. Parce que nous existons dans une époque qui réclame la certitude, qui privilégie le tangible à l'expérience vécue, qui écarte l'inexplicable comme infondé. Mais Bob Gimlin a vécu toute une vie avec l'inexplicable. Il a vu quelque chose qu'il n'a pas pu prouver. Il a expérimenté quelque chose que le monde a rejeté. Et il a choisi, chaque jour, pendant 57 ans, de défendre la vérité de sa propre expérience. Ce n'est pas une fraude. Ce n'est pas une conspiration. C'est la conviction humaine dans sa forme la plus pure. 3 théories impossibles. 57 ans de débat. Le silence d'un homme. Bob Gimlin a emporté sa certitude dans sa tombe. Le reste d'entre nous est laissé avec le mystère. Et peut-être, juste peut-être, est-ce exactement comme cela que ça devrait être. Car au final, le film Patterson-Gimlin ne concerne pas Bigfoot. Il s'agit de ce qui se passe lorsque l'expérience humaine entre en collision avec l'impossibilité scientifique. Lorsque voir quelque chose de ses propres yeux ne suffit pas à faire croire le monde. Lorsque la vérité subjective et la preuve objective existent dans des univers parallèles qui ne se touchent jamais. Et Bob Gimlin a vécu à cette intersection impossible durant toute sa vie d'adulte. Maintenant, il est parti. Et le mystère demeure. À jamais sans solution. À jamais débattu. À jamais impossible. Et franchement, je ne pourrais pas imaginer de fin plus parfaite. Si vous êtes fasciné par les mystères qui demeurent mystérieux, qui défient des décennies d'investigation et restent sans réponse, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Car il existe des centaines de cas comme celui-ci. Rencontres impossibles, preuves qui ne devraient pas exister, témoins qui n'ont jamais reculé. Et je continuerai à enquêter sur tous ces cas. Maintenant, dites-moi, qu'en pensez-vous? Bob Gimlin protégeait-il un mensonge? Cachait-il une vérité qu'il ne pouvait prouver? Ou était-il piégé par quelque chose que nous ne comprendrons jamais? Laissez votre théorie dans les commentaires. Car 57 ans plus tard, nous essayons tous encore de deviner. Et c'est peut-être exactement cela qui fait de ce mystère le mystère parfait.